Donc, rebonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de participer à ce temps consacré au dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du nouveau programme Erasmus+ 21-27. Pour votre information, donc cette session est enregistrée afin que vous puissiez y avoir accès ultérieurement. Avant de commencer, mon nom est Tan Jamsi, chargée de mission pour les partenariats stratégiques et pour les partenariats pour la coopération. Il s'agit du nouveau nom donné aux partenariats stratégiques dans cette nouvelle programmation. Je suis accompagnée donc de mon collègue Denis Larguès qui recueillera vos questions dans le chat. Et si le temps nous le permet, nous y répondrons en fin de session. Donc, comme on a pu vous le communiquer, nous avons réparti les séances de manière géographique. Donc, je suis la référente pour la Corse, Grand Est, Guadeloupe, Guyane, Île-de-France, Réunion, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Donc, durant cette session, nous allons revenir sur le cadre du nouveau programme, les deux formats de l'action clé 2, les modalités de dépôt pour votre proposition de projet et les ressources à votre disposition. Donc, pour rappel, le programme Erasmus+ est le programme de l'Union européenne qui soutient le développement éducatif, professionnel et personnel des personnes dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. Et le programme Erasmus+ 21-27 est dans la continuité du précédent programme, puisque les thématiques et les actions clés sont principalement maintenues. On observe des sensibles modifications qui se retrouvent dans les formats et mécanismes de financement des projets. C'est ce que nous verrons avec la présentation des partenariats de coopération et des nouveaux partenariats à petite échelle. On remarque également que le programme est plus vert, plus digital, plus inclusif et plus participatif grâce à l'introduction et au renforcement de mesures vous encourageant à promouvoir le respect de l'environnement, les compétences numériques, l'inclusion sociale et la diversité, ainsi que la participation active des jeunes à la vie démocratique de l'Union européenne. Avec un budget plus important, le programme Erasmus+ affirme donc ses ambitions pour la jeunesse. On parle d'une hausse du budget du programme, mais également d'une hausse du budget pour les projets KA2, avec presque un doublement par rapport à l'année dernière. C'est dans cette logique que l'impact et les résultats de vos projets doivent être renforcés. En effet, il y aura une attention particulière sur l'évaluation de vos propositions. Donc, auprès de l'agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport, l'action clé 2 soutient les partenariats pour la coopération, y compris les partenariats de coopération et les partenariats à petite échelle. En fonction des objectifs et des organisations de votre partenariat, deux types sont disponibles. Donc, vous avez les partenariats de coopération et les partenariats à petite échelle. À travers les partenariats de coopération, le programme Erasmus+ permet aux organisations de renforcer leurs capacités et ainsi accroître la qualité de leurs projets grâce à l'échange et au développement de bonnes pratiques stimulées par l'internationalisation de leur activité, donc de vos activités. Cette action permet aux organismes qui y participent d'acquérir de l'expérience en matière de coopération internationale et de renforcer leurs capacités, mais aussi de produire des livrables innovants de haute qualité. Donc, l'objectif principal est de vous permettre en fait d'accroître votre qualité. Pour les partenariats à petite échelle, il s'agit de se lancer dans la coordination d'un projet transnational financé par une subvention Erasmus+. Donc, cette action permet aux organisations d'acquérir une nouvelle expérience, mais aussi de renforcer leurs capacités, mais plutôt à moindre échelle par rapport aux partenariats de coopération. Donc, les partenariats à petite échelle ont pour objectif, ont été conçus pour élargir l'accès au programme, aux acteurs
aux acteurs, on va dire, à petite échelle et aussi à un public cible souvent difficile à atteindre. Donc, à travers les partenariats à petite échelle, le programme souhaite atteindre les structures qui sont habituées aux actions locales, puisque ce sont elles qui s'occupent habituellement des publics éloignés du programme et les publics ayant moins d'opportunités. Donc, afin de contribuer à la croissance durable, à la cohésion sociale et au renforcement de l'identité européenne, le programme Erasmus+ a identifié 4 priorités qui concernent l'ensemble de ces actions clés. C'est pourquoi on parle de priorités horizontales. En plus de répondre aux défis de l'environnement par les résultats de vos projets, vous êtes incité à adopter une approche respectueuse de l'environnement lors de la conception, mais aussi de la mise en œuvre de vos projets. Pensez donc aux événements virtuels et aux forfaits de voyage. Donc, il s'agit de la priorité numéro 1, l'environnement. Vous êtes également encouragé à utiliser les plateformes de coopération virtuelle et les outils numériques Erasmus+ pour la préparation et la mise en œuvre de vos projets, tels que le portail européen de la jeunesse. Donc, il s'agit de la priorité numéro 2, transformation numérique. Comme dans le précédent programme, si votre proposition de projet répond à la priorité inclusion et diversité, la priorité numéro 3, elle sera considérée comme très pertinente. C'est dans cette logique que le programme propose des forfaits d'inclusion pour les personnes en situation d'handicap, les personnes vivant dans des zones éloignées, les personnes confrontées à des difficultés socio-économiques ou les personnes confrontées à des obstacles entravant leur participation. Réfléchissez donc à concevoir des activités accessibles et inclusives en tenant compte du point de vue des participants ayant moins d'opportunités. Enfin, la 4e priorité, la participation à la vie démocratique. En effet, la Commission européenne souhaite renforcer la participation des jeunes à la vie démocratique européenne. En réponse à la stratégie de l'Union européenne pour la jeunesse, le programme a identifié 4 priorités pour notre secteur, la jeunesse. Il s'agit de promouvoir la citoyenneté active, le sens de l'initiative et l'entrepreneuriat des jeunes. Il s'agit aussi d'améliorer la qualité, l'innovation et la reconnaissance de l'éducation non formelle. Cela inclut le renforcement des capacités des animateurs de jeunesse. Il s'agit également de renforcer l'employabilité des jeunes et soutenir leur intégration au marché du travail. Donc, les activités axées sur l'inclusion et l'employabilité des jeunes ayant moins d'opportunités sont au cœur de cette priorité. On retrouve bien là la priorité considérée comme très pertinente de l'inclusion. Et enfin, la dernière priorité du secteur jeunesse, renforcer les liens entre la politique, la recherche et la pratique pour une meilleure connaissance de la situation des jeunes et des politiques de jeunesse. Votre projet doit donc répondre de manière significative à au moins une de ces priorités. Donc, une priorité horizontale ou une priorité spécifique, et à minimum. Et bien sûr, votre projet doit avoir des effets positifs et durables sur les organisations et les participants de votre projet. Le public cible de votre projet et de ses activités doit être en priorité les jeunes et les travailleurs de jeunesse. Par jeune, le programme entend toute personne âgée de 13 à 30 ans participant à une activité réalisée en dehors du temps académique, donc en dehors du cursus formel. Et par travailleur de jeunesse, il s'agit de toute personne active dans le champ de la jeunesse de manière bénévole ou professionnelle. Et ce terme peut être compris au sens large tant qu'il renvoie à l'éducation non formelle. Donc, lorsqu'on dit œuvrant dans le champ de la jeunesse, œuvrant dans le champ du sport avec des jeunes, c'est aussi possible. Alors, pour entrer plus en détail dans les spécificités, les caractéristiques de nos 2 formats, nous allons commencer par les partenariats à petite échelle.
Donc, toute organisation publique ou privée, active dans tout domaine de l'éducation, de la formation, de la jeunesse, du sport ou d'autres secteurs socio-économiques, peut être coordinatrice ou partenaire d'un partenariat à petite échelle. J'attire votre attention sur le fait que les partenariats à petite échelle doivent impliquer de nouveaux venus et des organisations moins expérimentées dans l'action. C'est un élément qui sera évalué dans votre demande de subvention. Les organisations d'un partenariat à petite échelle doivent être issues d'un pays programme. La catégorie de chaque pays est précisée dans le guide du programme. Je vous conseille donc de vérifier lors de la constitution de votre partenariat dans quelle catégorie se trouve le pays de votre partenaire. Pour rappel, depuis le Brexit, le Royaume-Uni n'est plus un pays programme, il est maintenant un pays partenaire. Les organisations britanniques ne pourront donc pas participer à un partenariat à petite échelle. La grande particularité et nouveauté pour nous, acteurs de l'action clé 2, de ce partenariat à petite échelle est le mécanisme de financement avec 2 montants forfaitaires uniques pour atteindre les objectifs de votre projet. Il vous revient donc de monter votre projet à partir de vos lots d'activités. Un lot d'activités est constitué d'un objectif, d'une ou plusieurs activités, d'un public cible, d'indicateurs de résultats qualitatifs et quantitatifs, et d'un budget alloué avec une estimation de base du coût des activités. Donc, le modèle de financement proposé consiste en un menu de 2 montants forfaitaires correspondant au montant total de la subvention pour le projet, donc 30 000 ou 60 000 euros. Il n'y a donc plus de lignes budgétaires attribuées par catégorie d'activité et par partenaire. Ce travail de répartition est donc libre. Par contre, même s'il est libre, il demande en amont un bon travail de négociation entre les membres du partenariat pour le bon déroulement du projet. Le choix entre les 2 montants prédéfinis dépend des activités à entreprendre, des résultats souhaités et du nombre de partenaires. En effet, il faut diviser ce montant forfaitaire par lot d'activités et par partenaire. Maintenant, les partenariats de coopération, donc le deuxième format de partenariat pour la coopération et l'échange de pratiques. Alors, il est à peu près similaire à celui du précédent programme, avec minimum 3 pays programmes, une durée de projet de 12 à 36 mois maximum, une subvention de le montant variable peut aller jusqu'à 400 000 euros. En revanche, il y a une nouveauté et à nouveau un point d'attention. S'agissant de la composition du partenariat lors de l'évaluation de votre demande, si l'une des organisations de votre partenariat est issue d'un pays partenaire et non d'un pays programme, mais qu'il n'a pas de valeur ajoutée essentielle à votre projet, alors ce partenaire sera exclu de votre proposition de projet. Pour rappel, dans le précédent programme, c'est tout le projet qui était exclu. S'agissant du point d'attention, il concerne le focus renforcé sur l'impact et les résultats du projet, comme je vous disais en début de session. Donc, l'accès libre aux résultats de votre projet, leur capacité à être transférable à un autre public ou à un autre contexte et leur potentiel d'impact seront particulièrement étudiés. Donc, pour revenir sur le mécanisme de financement des partenariats de coopération, il correspond à un menu de coûts forfaitaires ou de coûts réels que vous choisirez en fonction des activités que vous voulez entreprendre et des résultats que vous voulez obtenir à travers votre projet. Pour rappel, un coût forfaitaire est une somme fixe attribuée quel que soit le montant réel dépensé. Un coût réel est une somme variable attribuée selon le montant réel dépensé. Le premier élément, gestion et mise en œuvre du projet, est destiné à contribuer au coût de tout projet. Donc, tous les projets auront cette ligne budgétaire. Les partenariats de coopération peuvent également demander un financement spécifique pour organiser des réunions de projets transnationaux.
Encore une fois, lors de la constitution de votre budget, pensez numérique, pensez vert. Les autres postes de dépenses ne peuvent être choisis que par les projets qui poursuivent des objectifs plus importants en termes de résultats, de diffusion ou d'activités d'enseignement, de formation et d'apprentissage. Donc, si vous avez un projet qui sera plus axé sur l'échange de pratiques ou un projet qui est plus axé sur l'innovation de méthode, vous n'aurez pas les mêmes lignes budgétaires puisque vous n'aurez pas besoin des mêmes activités pour atteindre les résultats que vous souhaitez atteindre à travers votre projet. En outre, si les activités et les résultats de votre projet le justifient, vous pouvez faire une demande de coût exceptionnel ou de soutien pour les personnes ayant moins de possibilités. Attention, les demandes de coûts exceptionnels doivent être suffisamment justifiées puis approuvées par l'Agence nationale. Donc, la sous-traitance, par exemple, doit être liée à des services qui ne peuvent être fournis directement par les organisations participantes. Et l'équipement demandé dans ces coûts exceptionnels ne peut pas concerner du matériel de bureau normal. Donc, par exemple, si vous demandez du matériel de radio alors que l'un de vos partenaires est une radio, nous serons obligés de couper cette demande. Par exemple, si vous demandez un coût exceptionnel pour un certificat, une licence Zoom, nous ne pourrons pas l'accepter parce que ce coût doit être pris en charge par la ligne budgétaire gestion et mise en œuvre du projet. Pour vous aider, référez-vous au guide du programme, les tableaux détaillés des règles de financement et les taux applicables et les postes budgétaires s'y retrouvent. Enfin, quelques remarques sur les lignes budgétaires des partenariats de coopération. Il y a un nouveau coût forfaitaire pour les événements de dissémination virtuelle. Donc, il y a vraiment un accent mis sur le digital et le vert. Je le rappelle, ce sera important de bien l'ancrer dans le montage de votre projet et dans le montage budgétaire. Il y a un nouveau coût réel pour le soutien à l'inclusion pour les organisations et pour les participants, en fonction des besoins. Donc, c'est toujours en réponse à la priorité inclusion et diversité du programme. Et il y a également un renforcement de 15% du soutien au voyage vert afin de promouvoir l'utilisation de moyens de transport durables. Donc, c'est bien sûr en toute intelligence. Lorsque l'avion est finalement moins cher, moins long, il est toujours plus pertinent de le prendre que de prendre la voiture, le train, pardon, même si le train a moins d'émissions de CO2. Enfin, les modalités de dépôt. Tout d'abord, le calendrier. Je commence par le calendrier CAA de jeunesse, donc avec 2 dates limites de dépôt. Vous devrez soumettre votre demande de subvention au plus tard le 20 mai 2021 à 12 h, heure de Bruxelles, pour les projets débutants entre le 1er novembre 2021 et le 28 février 2022. Et au plus tard le 3 novembre 2021, toujours à midi, pour les projets débutants entre le 1er mars 2022 et le 31 mai 2022. Ces dates sont les mêmes pour toutes les actions KA2 jeunesse. En revanche, pour les actions KA1 jeunesse, la première date est le 11 mai, la seconde le 5 octobre 2021. Enfin, pour les actions sport, il n'y a qu'une seule date, qui est le 20 mai 2021. Donc, je profite de ce point sur la date du sport pour justement permettre aux participants qui ont l'habitude de mener des actions sport
de réfléchir à des projets qui pourraient allier les priorités sport et les priorités jeunesse pour profiter tout d'abord de l'augmentation du budget KA2 et ensuite de la possibilité d'avoir un second round pour déposer votre projet. Donc, ma collègue Aurélie Bezeau et mon collègue Maxime se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner justement entre vos actions sport vers une action KA2 jeunesse qui allie le sport et la jeunesse. Et mon collègue Denis et moi-même restons également à votre disposition pour cet accompagnement et d'ailleurs pour l'accompagnement de tous ceux qui participent à cette réunion. Avec ce nouveau programme arrive une plateforme unique dédiée au cycle de vie des projets. Donc, sur ce même site, vous retrouverez toutes les informations qui vous permettent de candidater. Donc, premièrement, l'enregistrement de votre organisation pour avoir un code OID, donc un code d'identification de votre organisme. Vous pouvez obtenir ce OID en remplissant un formulaire qui est donc sur ce même site, en prouvant quelques informations de base sur votre organisation, telles que les statuts de votre organisation, son nom légal et son nom commercial. Sur ce même site, vous pouvez poser votre candidature pour une ou plusieurs des actions soutenues par le programme et gérées par notre agence. Vous pouvez parcourir les candidatures par secteur d'opportunité ou par action clé. Donc là, vous retrouvez bien le secteur jeunesse. Donc depuis hier, les formulaires des partenariats pour la coopération sont disponibles, sont en ligne. Il y a un formulaire par sous-action. Donc pour les partenariats à petite échelle, il s'agit des K210-U. Pour les partenariats de coopération, K220-U. Vous remarquerez en ouvrant votre formulaire que les rubriques facilitent le montage de projets autour de 4 grandes étapes. Donc la planification qui correspond aux besoins et objectifs de votre projet, la préparation en remplissant la partie dynamique et pertinence du partenariat, la mise en œuvre du projet, puis le suivi, toujours avec un point particulier sur l'impact et les disséminations de vos résultats et de votre projet. Enfin, les ressources à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de ce nouveau programme. Donc, vous retrouverez dans ce document que nous enverrons plus tard les différents liens pour retrouver le guide du programme. Alors, le lien est déjà disponible et je suis sûre que vous avez déjà commencé à consulter et examiner le guide du programme. Vous retrouvez également les étapes pour déposer votre candidature, les documents qui vous accompagnent à cet effet, les modèles nécessaires, donc planning et mandat, qui accompagnent votre demande. Nous vous proposons également d'être accompagnés. Donc, vous pouvez être accompagné par vos correspondants régionaux. En allant sur notre blog, vous retrouverez les coordonnées de vos correspondants régionaux. En effet, c'est toujours bon d'avoir un ancrage territorial, en particulier pour les partenariats à petite échelle, puisque ce sont les organismes ancrés localement que nous souhaitons attirer, que le programme souhaite attirer. Donc, pensez bien à solliciter vos correspondants régionaux, à réfléchir au format, au partenariat et aux activités avec eux, avec nous. Vous pouvez également aller sur le site de Salto qui propose des formations et des outils pour vous accompagner. Dernièrement, il y a eu une formation sur le montage d'activités en ligne. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme Salto, mais nous envoyons aussi régulièrement des informations, des messages pour relayer les formations organisées par les groupes Salto et par les autres agences.
Vous avez également la plateforme Hotslice qui vous permet de trouver des partenaires. Vous pouvez également trouver des partenaires à partir de la galerie des projets, donc la plateforme Erasmus+ Project, et également trouver des idées de projets. Et finalement, nous vous remettons nos informations, donc le blog de l'agence Erasmus+, France Jeunesse et Sport, où vous pourrez prochainement trouver des fiches par action clé pour vous accompagner dans la lecture du nouveau guide du programme. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce temps d'information. Je vous remercie de votre temps et nous allons maintenant passer à votre